Vous souvenez-vous que le 8 juillet, Donald Trump avait promis d'appeler le dictateur russe Vladimir Poutine? Eh bien, il n'a pas appelé et au Kremlin, ils ont commencé à paniquer ouvertement. Vladimir Poutine a essayé de manipuler Donald Trump et s'est retrouvé pris à son propre piège. D'abord, il a vendu au président américain une belle image, la prétendue prise de Kostiantynivka dans la région de Donetsk, et une offensive sur tout le front. Et puis, après le sommet de l'OTAN à Ankara, Trump lui a soudainement promis de l'appeler. Le Kremlin a immédiatement accepté, s'est préparé et resté dans l'attente, mais l'appel de Trump à Poutine n'a pas eu lieu, et il n'a toujours pas eu lieu jusqu'à présent. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans cet épisode, nous analyserons comment Vladimir Poutine a tenté de duper Donald Trump avec une fausse victoire. Pourquoi la prétendue prise de Kostiantynivka est un mensonge qui a été dévoilé même par les correspondants militaires russes. Comment Trump, à Ankara, a silencieusement laissé tomber le Kremlin et, au lieu d'appeler Vladimir Poutine, a accordé à l'Ukraine une licence de production pour les Patriots. Et pourquoi Vladimir Poutine, acculé, est maintenant plus dangereux que jamais. Je m'appelle Alexei Petchy, examinons ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors posons-le d'emblée. Donald Trump a, pour la première fois, ignoré Vladimir Poutine et, après avoir parlé avec Zelensky et les Européens, il a tout simplement ignoré le président russe. Mais parlons de tout cela dans l'ordre. Tout a commencé le 4 juillet, symboliquement le jour de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Trump et Poutine se sont parlé au téléphone. Et, selon l'assistant du Kremlin, Yuri Ushakov, le président russe, a répété à Donald Trump lors de la conversation des informations sur la prétendue prise totale de Konstantinovka. Il a également décrit la situation réelle sur le champ de bataille où les troupes russes, selon lui, avancent sur toute la ligne de front et vont à nouveau atteindre Kiev. Le calcul était parfaitement transparent. Convaincre Donald Trump que la guerre est en fait gagnée par la Russie, qu'il est désormais tout simplement inutile pour l'Ukraine de résister. Et donc, il est enfin temps de faire pression sur Kiev pour conclure un accord selon les conditions de Moscou. Trump devrait être du côté du vainqueur, donc mieux vaut faire pression sur Zelensky, soutenir Poutine, signer un accord, la Russie gagne, Trump est satisfait. Le Kremlin misait précisément sur Konstantinovka. Déjà le 3 juillet, le chef d'état-major général de la Fédération de Russie, Gerasimov, a rapporté à Poutine la prise complète de la ville. À cause de cela, la propagande a monté en épingle une victoire grandiose que le Kremlin vendait activement à l'Occident. Eh bien, tout d'abord, aux États-Unis d'Amérique, Vladimir Poutine a personnellement qualifié la prise de la ville d'importante réussite stratégique et a remis des médailles aux généraux russes pour la prise de Konstantinovka. Sauf que la ville de Konstantinovka, dans la région de Donetsk, n'a pas été prise par les Russes. Ce ne sont pas les rapports ukrainiens qui le prouvent, mais des chercheurs occidentaux. Et ce qui accable le Kremlin, c'est que les correspondants militaires russes eux-mêmes le confirment. L'Institut pour l'étude de la guerre a déclaré que les troupes russes ont continué des opérations de pénétration, d'infiltration et de consolidation de positions, même après que le Kremlin a annoncé la prise de la ville. Aucune preuve de la prise totale n'a été trouvée et l'Institut pour l'étude de la guerre a qualifié cette déclaration comme faisant partie d'une campagne d'information visant à présenter la victoire russe comme inévitable. Le Washington Post a résumé l'essentiel avec une grande précision. Ils écrivent que, pour tenir une position, les troupes doivent rester sur place, maintenir le contact avec les commandants, recevoir des munitions, évacuer les blessés et empêcher l'ennemi de reprendre ce territoire. On peut alors dire que le territoire est contrôlé. Les images russes ont montré une infiltration à Konstantinovka, mais n'ont pas confirmé que Moscou pouvait accomplir toutes ses tâches sur l'ensemble du périmètre de la ville. Et donc la conclusion est que la Russie n'a pas démontré un contrôle total sur la ville, malgré tout ce qui a été organisé. Les troupes ukrainiennes restent toujours à l'intérieur de la ville et continuent de se battre. Et maintenant, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Même certains correspondants militaires russes ont fortement mis en doute la version officielle du Kremlin, déclarant que le lever des drapeaux avait été fait uniquement pour la caméra, alors que des combats se poursuivaient à proximité. Et voici les chiffres réels qui détruisent toute la présentation du Kremlin. Ils sont les suivants. En juin 2026, l'armée russe a perdu 9 km² de territoire de plus qu'elle n'en a occupé.
Voilà pour l'offensive sur tout le front, comme l'a dit Poutine. Zelensky a répondu à cela brillamment. Il a proposé à Vladimir Poutine de se rencontrer en personne justement à cette même Konstantinovka. Eh bien, puisque la Russie aurait soi-disant entièrement capturé cette ville, Poutine n'a en quelque sorte rien à craindre. Poutine, bien sûr, a refusé. Voici le point culminant de cette histoire. Au sommet de l'OTAN, à Ankara, Donald Trump s'est comporté très différemment de ce qu'attendait Moscou. Trump a déclaré qu'il était prêt à accorder à l'Ukraine une licence pour la production de missiles Patriot, à envisager de renforcer la défense du ciel ukrainien et, attention, à évaluer positivement les frappes de l'Ukraine contre le complexe énergétique et pétrolier russe comme un facteur rapprochant la fin de la guerre. Ensuite, après avoir parlé avec Volodymyr Zelensky, il a laissé entendre qu'il comptait appeler Vladimir Poutine, juste après cette conversation, pour lui raconter ce qui s'était passé, et ainsi de suite. La réaction de Moscou a été immédiate. La partie russe a tout de suite accepté cette conversation. Et voilà que le porte-parole du Kremlin, Peskov, sautait presque hors de son pantalon en racontant comment Donald Trump allait personnellement appeler Poutine et informer le grand président de la Fédération de Russie des résultats du sommet de l'OTAN. Peskov, dans son petit pantalon, courait déjà partout et racontait à tout le monde « Regardez, ça va commencer, Trump va personnellement appeler Poutine pour rendre compte de ce qui a été fait ». Le Kremlin attendait, le Kremlin se préparait, il se voyait déjà dans le rôle de principal partenaire de la Maison-Blanche, mais l'appel téléphonique n'a jamais eu lieu. Et aujourd'hui, je rappelle, la journée du 12 juillet touche déjà à sa fin, cela a mis le Kremlin dans une position embarrassante. L'attente d'un contact est restée sans résultat. Et Poutine, pour la première fois sans doute, s'est retrouvé dans une situation où il s'est fait avoir comme un idiot. Là, il s'est vraiment fait avoir. Ce voyou des ruelles de Saint-Pétersbourg s'est fait avoir. On lui a dit « on t'appellera ». Il attendait déjà, prêt l'appel. Et Trump n'a même pas jugé nécessaire de prévenir qu'il n'appellerait pas. Il a tout simplement ignoré, il a juste oublié. De plus, la visite des envoyés spéciaux de Trump, Steven Witkoff et Jared Kushner, à Moscou, a d'abord été reportée, comme vous vous en souvenez, puis finalement complètement annulée. Un autre signal. Washington n'a pas l'intention de reprendre les négociations sans proposition concrète de la part de Moscou, et c'est cela qui est le plus dangereux pour le Kremlin. Ce n'était pas une sortie théâtrale. Ce n'était pas une déclaration brutale de Donald Trump, c'est juste du silence. C'est simplement le fait d'ignorer le nain du Kremlin. Vladimir Poutine est soit resté, comme on dit, la main tendue, assis près du téléphone, et Donald Trump l'a simplement ignoré. Voyez comment la verticale du Kremlin s'est effondrée ici. Et le chef du ministère des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, a commencé à brandir des ultimatums en disant « Samtsereich, c'était fini, on a craqué. Reste seulement la capitulation de l'Ukraine. » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, fait une déclaration ambiguë sur d'éventuels contacts avec la Maison-Blanche. Il est sorti et a dit « Eh bien, apparemment, Trump est occupé. Il appellera sûrement plus tard, car il ne peut pas se passer d'une conversation avec Poutine. » Quant à Poutine lui-même, il ne commente absolument pas la situation en public. Attention, 3 hauts responsables clés. Bilan, 3 lignes très différentes, signe de confusion. Aucune position commune élaborée. Le Kremlin est clairement dans une impasse. Il a une situation difficile à l'arrière. Il est peu probable qu'il ait les ressources pour aggraver brusquement la situation sur le front. Eh bien, pour prouver à Trump que, tu vois, Poutine avait raison. Eh bien, quand il racontait ses bêtises sur Konstantinovka. Voilà, regarde, on aggrave la situation sur le front. C'est la preuve que les Russes, soi-disant, avancent. Le Kremlin n'a pas d'argument pour convaincre Donald Trump de reprendre les négociations à des conditions favorables à Poutine. Malheureusement, aucune volonté de compromis n'existe. Pendant que le Kremlin réfléchit, la pression monte. Zelensky a confirmé l'accord sur le Patriot. Et le sénateur Lindsey Graham a eu le temps de s'accorder avec la Maison-Blanche sur un projet de loi concernant des sanctions infernales avant sa mort. Mais pour nuancer, il y a quand même une mise en garde importante. Aujourd'hui, le chroniqueur de The Independent, Robert Fox, avertit que Poutine pourrait penser que les 2 prochains mois sont sa dernière chance de renverser le cours de la guerre. Il voit une fenêtre d'opportunité jusqu'en septembre, et l'auteur de The Independent donne 3 signes que le Kremlin se prépare à s'en prendre à l'Europe. Le premier signe, Poutine croit que la victoire est restée proche. Son optimisme est alimenté par les disputes. Le premier, c'est au sein de l'OTAN, l'incohérence de Donald Trump, l'impasse au Moyen-Orient et surtout l'épuisement de la défense anti-aérienne ukrainienne.
Le deuxième signe, c'est la campagne de désinformation en Europe même. Et là-bas, Zakharova et Patrouchev accusent maintenant, par exemple, la Lettonie de participer soi-disant directement à la guerre. Et récemment, un avion russe s'est dangereusement approché du porte-avions britannique Prince of Wales. Et là, il a même largué une carte hydrographique, des bouées acoustiques. Il a alors été repoussé par 2 avions F-35. Les sous-marins russes patrouillent de plus en plus activement en mer du Nord et dans la Manche, surveillant câbles et pipelines dans tous les sens. Tout cela se passe actuellement. Et le troisième point, c'est la détérioration de la situation à l'intérieur même de la Russie. Les files d'attente pour le carburant, les coupures d'Internet, la pénurie d'eau en Crimée, et ainsi de suite. Et le plus sombre, c'est la prévision de Fox au cas où il n'y aurait pas de victoire. Comme il l'écrit, la Russie fonctionne déjà comme une économie de guerre, et Vladimir Poutine en est devenu le chef militaire. La paix ne fait pas partie de sa vision de sa propre survie politique, et en hiver, il y aura probablement une mobilisation d'au moins 500 000 personnes et l'instauration de la loi martiale totale. En résumé, Vladimir Poutine a tenté de vendre à Donald Trump une fausse victoire et s'est trompé dans ses calculs. Trump a fait volte-face en silence, n'a pas appelé à annuler la visite de ses envoyés à Moscou, a accordé à l'Ukraine une licence pour le Patriot et a même salué les frappes contre les raffineries de pétrole russe. Le Kremlin s'est retrouvé dans une situation ridicule, sans arguments, sans appel de Trump et sans volonté de compromis. Mais comme on dit, ne nous faisons pas d'illusions. Trump est aussi imprévisible. Et tout cela fonctionnera à moins que le dirigeant américain ne change soudainement d'avis, détruisant complètement la structure qui, probablement pour la première fois, s'est formée avec succès, lorsque tout le monde est de notre côté, du côté de l'Ukraine, même Trump. Eh bien, Poutine, acculé, devient vraiment plus dangereux. Il pense qu'il a une fenêtre d'opportunité jusqu'en septembre. Et, comme l'écrivent les commentateurs, il va essayer de profiter de cette fenêtre. Je m'arrête ici. Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.